Oui, guerre en Ukraine maintenant. Il y a Donald Trump qui doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine en Alaska vendredi, là, si tout va bien. Une rencontre qui pourrait être historique si elle débouchait sur quelque chose de concret. Entre-temps, il y a des consultations en visioconférence entre Européens et les Américains qui ont eu lieu aujourd'hui pour préparer justement ce sommet en Alaska. Il y a Volodymyr Zelensky qui était présent à Berlin en compagnie du chancelier allemand. On va faire le point avec le spécialiste de la politique américaine, Gérald Olivier. Il est auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Vous l'avez entendu quelques fois cet été sur nos ondes. Toujours un plaisir de lui parler. Je sais que vous appréciez beaucoup quand Gérald Olivier vient faire son tour. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour Karima. Merci d'être avec nous aujourd'hui, justement à quelques heures de cette rencontre, tout le moins qui est prévue pour l'instant entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Justement, c'est quoi cette rencontre-là? À quoi on peut s'attendre vendredi? C'est une rencontre très importante. C'est une rencontre qui pourrait être un tournant dans ce conflit. C'est une rencontre, je dirais, à haut risque et à hauts enjeux parce que Donald Trump veut faire la paix et c'est la première véritable occasion qu'il a de discuter directement de cette paix avec Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs pourquoi du côté européen et du côté ukrainien, on a aujourd'hui un petit peu ce branle-bas de combat dont vous parliez, ces vidéoconférences qui vont être en place, parce que la crainte du côté des Européens et du côté de l'Ukraine, c'est que la tentation de Donald Trump de faire la paix soit si forte qu'ils soient prêts à des concessions que eux-mêmes ne sont pas prêts à faire. Donc, pour moi, ce qui va se passer demain, ce ne sera pas l'obtention d'une paix définitive, loin de là, mais peut-être si la rencontre se déroule dans de bonnes conditions, peut-être un cessez-le-feu. C'est dans tous les cas ce que Donald Trump va demander à Vladimir Poutine, et en échange de ce cessez-le-feu, il va proposer un certain nombre de concessions territoriales qui constitueraient une base pour des discussions de paix. Donc si le meeting se produit, je dirais, de la manière la plus optimiste que l'on peut envisager, on pourrait avoir demain soir un cessez-le-feu inconditionnel et total avec l'ouverture de négociations sur la base d'un échange de territoire qui passerait bien entendu par le fait que les conquêtes militaires et, je dirais, l'annexion de la Crimée qui a précédé le conflit actuel et l'invasion de 2022 soient des territoires qui changent de contrôle et qui passent sous le contrôle russe d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce sera quelque chose de très difficile à faire accepter aux Européens et à Zelensky. À Zelensky, parce qu'il a toujours considéré que les gains militaires ne devaient jamais être, je dirais, transcrits en forme de terrain reconnu comme appartenant désormais à l'ennemi, et puis bien entendu contraire à l'esprit européen pour la même raison, à savoir que l'on ne peut pas conquérir ou obtenir par la force. Ce serait un précédent contraire à l'esprit de toute la diplomatie européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que Donald Trump et les Américains ont déjà intégré le fait que si paix il doit y avoir, c'est une paix qui passera par des concessions territoriales. Donc lui, il est prêt à les faire et puis voir ce qui se passera après. Mhm. Oui, et bon, évidemment, quand on regarde du côté ukrainien, le discours, ça va pas en ce sens, c'est-à-dire pas question de laisser du territoire parce que, bon, on sait que déjà, il y a plus de 20 là, qui est occupé par la Russie Oui, en ce moment, et il y a même des territoires qui sont pas occupés par la Russie, mais que la Russie convoite et pourrait dire, ben non, vous nous oui. cédez quand même cette portion de territoire-là dans ces oblasts, c'est la seule façon où on peut y arriver. Donc, on a l'impression qu'on se retrouve, enfin, quand on regarde ce que la Russie veut, ce que Volodymyr Zelensky et les Ukrainiens veulent, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même impasse. Absolument. Mais alors, bon, la carte définitive, elle ne sera pas établie demain. Mais par contre, le principe d'un échange de territoire,
C'est cela que les Américains poussent depuis un certain temps. En américain, en anglais, on parle de land swap et l'expression a été utilisée plusieurs fois par Donald Trump et par J.D. Vance, d'ailleurs, avant même l'annonce de cette rencontre. Et c'est peut-être d'une certaine façon, j'évoquais il y a quelques minutes une option très optimiste. Si on veut prendre la vision inverse, on peut se dire que il y a dans ce meeting un très haut risque, dans la mesure où Vladimir Poutine pourrait se dire demain prêt à cet échange de territoire en échange de la paix, avec au passage libération de prisonniers et différents autres détails, et bien sûr le fameux cessez-le-feu. Il pourrait se dire prêt à cet échange de territoire, tout en sachant que côté ukrainien, il sera rejeté. Et de là, mettre la poursuite de la guerre non plus sous sa responsabilité, mais sur la faute du camp adverse. Et ça, c'est un petit peu le piège que Vladimir Poutine pourrait tendre à Donald Trump en se disant d'accord sur tout ça, sachant qu'au côté, ces conditions ne seront pas acceptées. C'est là où c'est un meeting à haut risque. Néanmoins, c'est un meeting qui, pour moi, est un point et un pas en avant, parce que malgré tout, l'objectif, c'est de mettre fin aux hostilités. Et encore une fois, le plus probable est que, je l'espère, on débouche sur un cessez-le-feu, au moins temporaire, qui pourrait n'être qu'une façon pour les uns de se regrouper, et puis au moins pour Vladimir Poutine, une façon était très importante pour lui d'éviter les sanctions, et c'est déjà ce qu'il a réussi à éviter en acceptant cette rencontre, parce que sinon les sanctions auraient commencé à prendre effet dès la semaine dernière, donc il a déjà d'une certaine façon bénéficié un petit peu de cette rencontre. C'est une rencontre à haut risque, mais dont les bénéfices peuvent être très importants malgré tout. Mhm. Mais j'entendais déjà une petite musique aujourd'hui qui disait oui, mais au fond, les Américains, ce que Donald Trump va essayer de faire, c'est plutôt de prendre le pouls. Que veut véritablement Vladimir Poutine? C'est comme si on veut un petit peu modérer les attentes parce qu'on s'attend quand même, c'est ça, là, c'est quand même le mieux qu'on puisse espérer, c'est le cessez-le-feu, en fait, vendredi à court terme. Oui, mais ce serait déjà énorme. Ce serait Ah oui, ça déjà serait énorme, énorme, surtout quand on considère la complètement. façon dont les combats se déroulent depuis quelques semaines et depuis un mois. Puis il y a une offensive sur le terrain russe depuis quelques jours qui a considérablement progressé. Donc déjà, un cessez-le-feu serait quelque chose de très très positif à être obtenu. Maintenant, sur le plan diplomatique, les Américains jouent à baisser les expectations, comme Les on dit en attentes. anglais, à baisser les attentes. C'est-à-dire que plus vous mettez la barre bas, plus vous avez de chances de considérer que cette réunion sera un succès si vous obtenez quelque chose. Si vous arrivez en disant demain on fera la paix et que vous ne la faites pas, on va considérer que la réunion a été un échec. Donc là, les Américains ont beau jeu de diminuer les attentes et de dire non, c'est une rencontre dans laquelle Donald Trump va se contenter d'écouter Poutine déjà. Lui a dit, et ça m'a paru très très important, il a dit, vous savez, dans les 2 premières minutes de la rencontre, je saurai ce à quoi m'attendre. C'est quelqu'un qui travaille Oui. à l'instinct, et manifestement ce qu'il a voulu dire par là, c'est je saurai tout de suite si Poutine veut la paix, s'il est sérieux, et si à partir de là, on peut travailler. Et ce qui signifie aussi que si demain la réunion se passe de manière plus difficile, on en retournera à la case d'il y a une semaine, c'est-à-dire celle de sanctions contre la Russie. Sanctions économiques indirectes, parce qu'il y a très peu de relations commerciales actuellement entre les États-Unis et la Russie de toute façon. Et parlons de cette rencontre donc, qui est prévue vendredi. Ça va se passer en Alaska et c'est quand même quelque Oui, chose d'historique. Là. Ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus. Donc, ça se passait, la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était au Japon. Je crois que c'était lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, ça fait quelques années. Ça ressemble à oui. quoi, tout ce décorum? Comment on organise ça en sachant la situation qu'on est dans cette période de guerre? Il reçoit donc Vladimir Poutine en territoire américain. Donc, comment ça se passe, cette organisation-là? Alors, Comment ça va se passer? ils vont se retrouver sur une base militaire américaine du côté de Anchorage, qui est la plus grande ville d'Alaska et relativement au nord, mais le cadre sera le cadre d'installation militaire. Alors, je ne sais pas ce que les caméras nous montreront,
de l'arrivée de Poutine, mais il y aura inévitablement une poignée de main, ce que d'ailleurs certains considèrent déjà comme une victoire de Vladimir Poutine, parce que l'agresseur dans le conflit, c'est quand même lui, au cours des 3 dernières années, et là, il va être reconnu comme partenaire légitime par le président des États-Unis, et qui est le premier médiateur du conflit. Donc beaucoup d'observateurs critiquent déjà le fait qu'il y ait cette rencontre, mais elle va se dérouler dans un cadre militaire, et cela souligne le fait que nous sommes dans un cadre de guerre. Donc c'est pas une rencontre au sommet entre Gorbatchev et Ronald Reagan dans un cadre beaucoup plus civil sur un terrain neutre, mais ça se passe aux États-Unis, l'Alaska l'été. Ça va, il fait jour très très longtemps. Donc Oui, il y aura de la lumière autour. Ça sera une longue on aura journée. quand même un cadre d'installation de base. Tout à fait. Et peut-être un petit mot sur les Européens qui mettent quand même un petit peu de pression. Il y a eu des visioconférences organisées aujourd'hui. Il y a le président Emmanuel Macron Il y en qui aura a demain. pris aussi, qui a pris la parole. Donc, on s'active quand même du côté européen. On dit, bon, s'il y a question de discuter de territoire, ça doit se faire avec Volodymyr Zelensky. Et d'ailleurs, lui, il aimerait être, comme on dit, invité à cette rencontre, Oui. peut-être en visio, probablement, mais il aimerait être invité aussi, le Zelensky, à parler autant à M. Trump qu'à M. Poutine, là, si on a bien vu. Oui, oui, absolument. Alors, les Européens, le jeu est très dangereux parce que leur position est délicate. Dans la mesure où le message qu'ils veulent faire passer auprès de Donald Trump, c'est surtout ne bradez pas les intérêts de l'Europe ou de l'Ukraine pour obtenir la paix. Et je ne suis pas sûr que Donald Trump soit très sensible à ce message, parce qu'il va leur répondre, écoutez, c'est à l'Europe de défendre les intérêts de l'Europe. Cette guerre, elle se déroule chez vous depuis un certain temps. Vous devriez me remercier d'intervenir et d'essayer d'y mettre un terme, parce que vous, manifestement, vous n'êtes pas capable de le faire. Et je pense qu'il a la capacité à parler avec une telle brutalité aux Européens. Donc, du côté des Européens, les enjeux sont énormes, parce que, en fait, eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce que je vous disais au tout début de cet entretien, ce qu'ils ne veulent pas, c'est d'une paix qui entérine des gains militaires tels quels. Parce que c'est contraire à l'esprit de la diplomatie, c'est contraire à la façon dont l'Europe fonctionne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça consiste à récompenser l'agresseur, ce qui consisterait à un précédent tout à fait néfaste ou notoire. Donc l'enjeu est très important pour eux. Et puis à l'issue de cela, on peut observer à nouveau une inversion des rapports. C'est-à-dire qu'au cours des 6 mois écoulés depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, on a d'abord eu un épisode où il s'entendait pas du tout avec Zelensky, parce que Zelensky refusait de faire la paix et qu'il pensait à l'époque que Poutine le voulait, ce qui n'était pas le cas. Il s'est réconcilié avec Zelensky et on a eu un inversement des rapports de force, parce qu'il a réussi à créer un accord sur les minerais et sur une reconstruction post-guerre de l'Ukraine entre les États-Unis et l'Ukraine, et il est devenu le gentil et l'allié avec un Poutine qui, lui, refusait de faire la paix et au contraire redoublait d'agressivité dans les combats. Et là, on va être dans une situation où il y aura clairement pour moi une proposition de paix en échange de territoire que Poutine pourrait accepter au moins de façade, pour pousser Zelensky à la rejeter et de nouveau avoir un rapport de force défavorable à Zelensky dans lequel ce soit lui qui refuse de faire la paix. C'est ça qui risque de se produire demain. Certains parlent d'une forme de piège que Donald Trump s'est tendu à lui-même parce que c'est lui qui a souhaité avoir cette rencontre avant d'imposer des sanctions à la Russie. Mais encore une fois, l'enjeu est énorme. Mais pour moi, la réunion est nécessaire. Donc, très, très important et on va suivre ça. Est-ce que ce sera historique? Ça va être à suivre. Et je veux qu'on ait le temps de parler un petit mot sur ce qui se passe à Washington, non pas sur cette affaire de garde nationale. On en a quand même parlé hier, mais sur les musées. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais ça entoure les festivités autour du 250e anniversaire des États-Unis l'an prochain. Et il y avait eu un décret qui avait été signé en mars là, qui voulait finalement revoir le contenu des
des musées. Embellir la ville. C'est ça. Donc, il y a Donald Trump qui voudrait, en fait, restaurer, là, je mets entre guillemets, restaurer la vérité dans les musées de Washington. Donc, il y a un examen de cette programmation-là dans les musées à Washington. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Que veut faire l'administration Trump exactement? Alors, Karima, il y a deux sujets en vérité. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est le 250e anniversaire de la fondation des États-Unis, qui sera célébré en 2026 sous la présidence de Donald Trump. Et Washington, c'est la capitale des États-Unis, c'est là où le président réside. Et lui, il veut que sa ville soit la plus belle ville du monde pendant l'année 2026. Donc, dans un premier temps, ce qui s'est passé avec la fédéralisation de la force de police qui a été imposée cette semaine et qui n'est que temporaire techniquement, c'est que Donald Trump dit au maire de la ville, rétablissez la sécurité pour tous les touristes qui vont venir, faites de Washington une ville très très sûre où c'est moi qui vais m'en charger et je vais vous montrer dans le mois qui va venir comment il faut s'y prendre. Et c'est pour ça qu'il a fédéralisé la police et qu'il est en train d'essayer un petit peu de nettoyer la ville et de rétablir une certaine forme de sécurité. Je rappelle que Washington DC, malgré tout en termes de criminalité et en termes d'homicide, c'est la 4e ville la plus meurtrière des États-Unis. Donc c'est pas un très très beau record et ça reste la capitale. Donc ça c'est d'un côté. Et puis à côté, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus sur le long terme, à savoir que tous les visiteurs qui sont allés à Washington récemment, et moi j'y vais une fois tous les 2 ans ou parfois même un petit peu plus, et qui visitent les musées de la capitale, dont le fameux Smithsonian et d'autres, eh bien on y lit une version de l'histoire qui est très progressiste, qui est à la limite woke. Et vous avez des artistes invités, des historiens qui font des conférences systématiquement d'un même côté. Je me souviens très bien que il y a 2 ans, j'étais à Washington, c'était juste après le Covid, et on était encore sous la présidence Biden. Et quand vous alliez dans le bookstore, la librairie du musée où vous pouviez acheter des souvenirs et différents éléments propres à l'histoire américaine, il n'y avait, et ça je peux vous l'assurer et vous le garantir, il n'y avait aucun livre, aucune carte postale, aucune photo de Donald Trump, ni de Melania. Par contre, vous trouviez beaucoup de Michelle Obama, vous trouviez du Barack Obama, vous trouviez d'autres présidents, mais la présidence Trump, elle était non-existence à l'intérieur même des musées de Washington, parce que les gens qui dirigent ces musées ne sont pas très favorables à Donald Trump et à sa politique. Et donc Donald Trump entend changer tout ça. C'est-à-dire que pour lui, la version woke de l'histoire, elle est terminée. Et donc il va s'assurer que l'on raconte l'histoire américaine telle que lui l'a apprise quand il était jeune étudiant dans les années 50-60, et évidemment ça va faire grincer un certain nombre de dents parce que ceux qui jusqu'à présent avaient tout le pouvoir de raconter cette histoire étaient beaucoup plus ancrés à gauche, et vous racontez une histoire un petit peu différente que celle que Donald Trump veut voir raconter aujourd'hui. Et les détracteurs vont dire, bon, ben oui, mais est-ce que c'est pas une réécriture de l'histoire? Ben, en fait, non, la réécriture de l'histoire, c'est plutôt ce qu'on a eu à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un combat culturel qui se déroule aux États-Unis depuis une 40aine d'années et que l'on peut observer aussi bien dans la culture populaire à travers certains romans qu'à travers certains films produits à Hollywood, et puis qu'on observe dans le débat politique à travers des positions sur le féminisme, sur le rapport entre les races, sur l'action affirmative et sur d'autres choses comme cela, notamment sur le culte de l'identité. Et quand on regarde la Constitution, quand on regarde l'histoire américaine, quand on regarde les relations raciales aux États-Unis, si on en reste au discours de Martin Luther King, qui a été le grand discours des années 60, on est sur une société qui se voudrait, en anglais, colorblind, c'est-à-dire aveugle à la couleur, où les gens sont jugés non pas sur la couleur de leur peau, comme le disait Martin Luther King, mais sur le contenu de leur caractère. Et c'est exactement l'inverse que l'on a fait aujourd'hui à travers le wokisme et à travers la politique de l'identité, où vous êtes ce que votre peau dit ou ce que votre orientation sexuelle dit, et il faut que tout ce qui s'adresse à vous passe par ce filtre-là. Donc c'est là où on a eu une distorsion. Et c'est cette distorsion-là que Donald Trump rejette, et il veut en revenir à une histoire qu'il considère comme plus objective,
et qui fait que certaines valeurs qui ont fait la grandeur de l'Amérique doivent être remises au premier plan. C'est ce qu'il veut faire à travers les musées de Washington. Gérald Olivier, en tout cas, passionnant tout ça, journaliste franco-américain, donc spécialiste de ces questions américaines et auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et on suit bien sûr cette rencontre très attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi, si tout va bien. Merci Gérald Olivier. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir. Salut Nick Payne! Salut Karima Brick! Oui, c'était fascinant quand même cette entrevue avec Gérald Olivier, ce point de vue-là aussi qu'on n'entend pas beaucoup. Comme toujours, notamment sur le dernier sujet, oui, parce que ça c'est le Trump de la guerre culturelle, oui, dans ce cas-ci de l'opposition au wokisme. Oui. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? Oui. C'est la dernière étiquette en vogue de tout l'appareil idéologique là, de la gauche la plus aboutie, là, on va appeler ça comme ça. Dans ce dossier-là, on voit qu'on est tellement habitué, aux États-Unis comme ici, là, à la mainmise de cette chapelle idéologique-là sur l'ensemble du récit là, dans les institutions, dans les politiques et ainsi de suite, que lorsque quelqu'un s'y oppose un peu, alors on a l'impression que la censure débarque ou que les méthodes soviétiques ou je sais pas arrivent. Évidemment, c'est vrai que Trump répond un peu au feu par le feu, mais comment peux-tu faire autrement, en fait, pour déprogrammer tout ça? Ça prendrait probablement des décennies. Alors... Ben, parce que là, ici, c'est vrai, par exemple, quand tu regardes au Québec, au cours des dernières années, c'est beaucoup le discours, là, décoloniser l'histoire. Là, finalement, c'est non, il y avait cette version-là, mais c'est pas vraiment ça. Il faut revoir selon cette perspective. Puis là, on va rajouter des perspectives qui sont à la mode. Se raconter l'histoire à travers l'œil de l'autre, hein, un peu. Oui, puis, mais encore là, ça aussi, ça peut être caricatural, tu sais, aussi. Oui. Et on peut être aussi dans une contre-histoire aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un récit qui s'est installé puis qu'il y a des choses qu'on peut, évidemment, améliorer. Puis, élargir la perspective. Oui, absolument. Évidemment, je pense que ça va de soi, puis c'est vrai. Puis le côté avoir le point de vue, par exemple, des Premières Nations. Puis encore là, les Premières Nations, il y a différentes communautés autochtones. Donc, chacune est différente, n'a pas le même vécu nécessairement. C'était loin d'être l'amour entre elles oui, non plus. Oui, c'est ça. Hein? Il n'y a pas nécessairement la même expérience. Donc, même chez les Autochtones aussi, il y a des pluralités d'expériences aussi. Donc, des fois, on a tendance aussi à mettre toutes dans le même panier. Il y a une chose là-dessus. Mais des fois, c'est aussi, on fait de l'idéologie aussi à l'inverse. Oui, oui. Donc, comment arriver à cette espèce c'est parce qu'on est allé tellement loin dans cette volonté, oui, de décoloniser un peu, puis d'élargir le spectre, qu'on en est venu à diaboliser tout récit au nous, au fond. Hein? C'est un peu ça. Là. On n'a comme plus le droit de se raconter notre propre histoire sans s'auto-flageller, puis tout le temps donner la parole. Il faut voir les capsules diffusées à Télé-Québec, là, dont j'oublie le... Ben oui, c'est en lien avec ça, de décolonisation. C'était caricatural de volonté décoloniale, là, par exemple, sur la crise d'Oka, ce qu'on nous raconte est ahurissant, mais c'est Maïté Labrec-Saganache qui parle, et par conséquent, bon, ça a l'air que tout est permis quand tu représentes la minorité. Bref, on est allé très loin. Alors, il fallait s'attendre à une réaction comme celle-là, comme celle de Trump là-bas. Mais c'est parce qu'il y a, je pense... Peut-être pas la meilleure réaction du monde, mais... En fait, c'est qu'il y a des vrais éléments. Même chose, quand tu regardes, par exemple, dans les universités américaines, il y avait effectivement sur la question de la pluralité de voix, la pluralité des courants. C'est un vrai sujet. Ensuite, c'est que même Trump, avec sa méthode brutale, va même contaminé quelque part par sa façon d'être. Il y en a qui aiment ce qu'il fait. Là. Il va peut-être exacerber le problème des fois, aussi. Parce qu'il répond de façon brutale, ben ça vient nuire à un problème qui est réel, qui est présent et qui choque aussi, je pense, beaucoup d'Américains. Puis même, on pourrait dire, par exemple, au Québec, au Canada, on a aussi cette réalité. Mais ensuite, c'est comment tu arrives à changer un système. T'sais, lui, il arrive parce qu'il y va de façon très brutale. Est-ce que quelqu'un qui aurait des préoccupations justement sur ces pluralités, sur ce reflet-là, se dire, OK, là, on avait peut-être une vision ultra-progressiste, woke, là, pour ne pas dire ça, pendant quelques années. Est-ce qu'on peut sortir de ça sans être dans la caricature trumpienne? Moi, je pense qu'il y a un espace pour ça. Je pense que Trump
a pris, en fait, quand même, il y a des réalités. Sa méthode, elle est contestable, elle peut être contestée. Comme je te dis, il y a des gens qui trouvent que c'est très bien ce qu'ils font, là. Puis ça, il faut quand même le rappeler, là. On a un discours assez hégémonique au Québec là-dessus. 40 à 50 des Américains. Ça. Mais se rappeler qu'il y en a qui sont très satisfaits, très heureux et disent « Go Trump, t'applaudissent à chaque fois. t'es notre homme. » C'est vrai ce que tu dis, que Trump peut nuire à une cause juste qui était, si tu veux, le point de départ de cette idéologie-là. Mais il faut dire aussi que l'idéologie elle-même nuit à cette cause en l'instrumentalisant pour se montrer vertueuse. Alors, ça se joue à deux, cette affaire-là aussi. Complètement. Bien, ça se joue à deux. On va continuer à jouer à deux et même à trois avec Sybelle Olivier et même plus avec des milliers et des milliers d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent dans un instant.